reçu un rapport que son ministère de la Famille avait commandé. Et ce rapport nous explique qu'il y a un lien entre l'immigration de masse et l'augmentation des crimes et de la criminalité en Allemagne. Donc je vous cite un petit peu où est-ce que ça a été fait. Hein. Ça a été conduit, cette étude, par l'Institut de prévention de la criminalité de Zurich et l'Institut de recherche en criminologie de Basse-Saxe. Et il a été établi donc que une augmentation de la criminalité en Allemagne de 10% depuis 2015 était imputée pour 92% aux réfugiés. Ma question est la suivante. Nous sommes en plein débat parlementaire sur la loi Asile et Immigration, et son article 3 prévoit que les mineurs étrangers pourront faire venir de leur pays d'origine leurs frères et leurs sœurs, ce qui correspond à une forme de regroupement familial élargi, sachant en plus que lorsqu'on parle de populations qui vivent par exemple en Afrique subsaharienne, les enfants sont très nombreux dans la famille, c'est quelque chose qui est très connu. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que cette loi, dans sa forme actuelle, va accélérer ou encourager la criminalité en France ? D'abord, il se trouve qu'à mon grand regret, d'ailleurs, nous ne disposons pas des mêmes études pour la France, où il y a une espèce de pudeur négationniste nationale visant à ne surtout pas traiter des sujets qui fâchent. Mais on dispose d'outils de compréhension de la part des étrangers dans la criminalité. Je ne parle pas de la part des immigrés, c'est-à-dire ceux français ou nés français, mais de la part des étrangers. Et elle est connue, visible et disponible. Elle montre une surreprésentation assez importante des étrangers dans l'activité criminelle, mais sur des secteurs qui ne sont pas ceux auxquels on croit. Et vous verrez d'ailleurs dans l'étude que vous avez citée que la criminalité en question n'est pas la criminalité violente ou homicide, mais essentiellement du vol et une partie d'ailleurs de vol dit de survie, hein, c'est-à-dire du petit vol ou du chapartage. Je ne sous-estime pas ce que c'est. J'explique les catégories. J'entends très bien, je vous écoute très bien. Et il y a là une première problématique. La deuxième, c'est que si vous lisez la même étude faite, on va dire, il y a 100 ans dans le nord de la France, on parlait des Polonais. C'est longtemps, ça. Oui, c'est pour vous donner une idée qui est que la problématique de l'immigration n'est pas une problématique d'origine. Vous ne l'avez pas citée d'ailleurs, mais je la donne comme élément de précision. Ce qu'on disait des Polonais dans le nord de la France, des Italiens ou des Espagnols, catholiques, blonds aux yeux bleus, bruns aux yeux bruns et bruns aux yeux bien, est exactement la même que ce qu'on peut dire aujourd'hui dans à peu près partout. Dès qu'on a une vague d'immigration, on a un problème de rupture démographique, c'est-à-dire de surreprésentation des jeunes hommes par rapport au reste de la population. Or, si nous avions la même représentation démographique de jeunes Gaulois, pour dire les choses de manière facile, vous auriez à peu près la même représentation de l'augmentation de la criminalité, car elle est née et liée simplement à une problématique d'origine au sens physique du terme et d'une suractivité des jeunes mâles par rapport aux vieilles dames. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que le problème n'est pas l'immigration, c'est la nature exacte de l'âge et de la surmasculinité des procédures d'immigration. Et puis, au bout de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, il y a une vague de criminalité supérieure liée à ses origines. On voit un processus de normalisation, baisse du nombre d'enfants par famille, baisse du nombre de crimes et de délits commis en raison des origines et une sorte de normalisation naturelle. Alors est-il nécessaire de la subir ? Probablement pas. Faut-il la prendre en considération ? Évidemment oui. Mais si vous regardez la masse de population intégrée par l'Allemagne depuis que Mme Merkel a décidé d'ouvrir les frontières par rapport à celle qui a été accueillie en France... 1 million, hein ? Un peu plus même, je crois, en Allemagne. Fou, pour quelques dizaines de milliers en France. 30 000 à peine, je crois, en France. Oui, enfin, entre ceux qu'on a vraiment recensés et ceux qu'on n'a pas recensés, disons entre 30 et 50 000 pour rester raisonnable, ouais. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Là où vous avez raison, c'est qu'une partie importante des immigrés qui passent en France ne veulent pas y rester. Et que nous les bloquons, notamment vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et donc, il y a un mouvement tournant aujourd'hui de desperados de l'immigration, qui sont en général des jeunes mineurs, isolés, qui vont entrer plus ou moins dans le cadre en question. Alors, soit on les traite d'un point de vue européen, pour une fois, ça pourrait peut-être servir à quelque chose d'avoir l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on traite vraiment
de ce cas des jeunes mineurs isolés qui sont en train de tourner. Ça fait presque 18 à 20 000 personnes qui passent d'un pays à l'autre en fonction des expulsions. D'un camp à l'autre, tout à fait. Oui, d'un camp à l'autre, exactement. Et là, il va falloir le traiter. Et eux, ce sont des délinquants par nature, puisqu'ils n'ont grosso modo que ça comme option. Puisqu'il n'y a pas d'opération ni de rapatriement pour des raisons légales qui sont à peu près les mêmes dans toute l'Union européenne. Ce que vous dites, c'est que ça reste quand même un phénomène minoritaire. On parle de quelques milliers de personnes. Oui, mais ça fait beaucoup de vols. Et alors, il y a le deuxième sujet sur lequel je voulais vous indiquer, c'est que vous verrez dans les petites notes de bas de page, comme toujours, qui sont là, parce que c'est des rapports un peu académiques, c'est qu'une partie importante de cette criminalité est une criminalité entre eux. C'est pas une criminalité des migrants ou des immigrés ou des réfugiés, parce qu'il y a plusieurs catégories, vis-à-vis de la population résidente. C'est aussi une guerre entre eux pour manger, pour dormir, de clans, de règlements de compte, d'histoires anciennes, de cloche-merle, mais alors la puissance 10 000. Et donc, on se rend compte aussi que la statistique masque aussi une partie de la réalité de ce qui se passe à l'intérieur des camps. Vous avez d'ailleurs récemment, autour de Calais, des personnes qui ont été grièvement blessées ou assassinées, d'ailleurs, lors d'affrontements entre migrants. Donc vous avez raison, c'est un vrai sujet, il doit être traité comme un sujet, d'un point de vue criminologique, avec des études et des analyses, et des mesures de contingentement, d'isolement, et surtout de traitement, car de toute façon, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que les jeunes mineurs isolés ne seront pas envoyés chez eux, par quelque pays que ce soit, et probablement par quelque gouvernement que ce soit. Par contre, chez eux, je parle dans leur pays d'origine. Par contre, le fait de traiter enfin et intelligemment de cette mesure, plutôt que de les voir tourner encore pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment agressifs et vraiment désespérés, me paraît absolument indispensable. Dites Alain Bauer, vous aviez l'écoute de Nicolas Sarkozy à une époque, avec notamment vous étiez président de l'Observatoire national de la délinquance. Oui, qui faisait des études comme ça. La première étude sur les étrangers, qui n'existe plus. Une étude de l'OND. Si, ça existe toujours. Bien sûr, ils diffusent régulièrement des études. Mais vous pas toujours aussi sensibles, mais à l'époque, il en diffusait déjà des qui faisaient un peu. Mais vous frémir. qui analysez ces chiffres, qui analysez ces données, etc., quelle écoute vous avez auprès du ministère de l'Intérieur aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous écoute ? D'abord, heureusement, ce n'est plus moi qui fais ce métier, mais mes successeurs. Il y a un moment où il faut aussi savoir laisser la place. Deuxièmement, non, le ministre de l'Intérieur, contrairement à ce qu'on imagine, sont assez lucides. Après, ils ont un problème, c'est qu'ils surestiment ou ils sous-estiment la lucidité du peuple et des élus. Et en plus, je pense qu'il y a une hypocrisie chez nos élus qui est très agaçante. C'est que les élus locaux sont très sensibles à la réalité, et c'est assez difficile de prendre un élu local en déni de réalité. Et dès qu'il cumule son mandat local avec un mandat national, il se transforme. Tout d'un coup, arrivé à l'Assemblée nationale ou au Sénat, la bien-pensance ordinaire prend le dessus. Et j'ai eu travaillant au niveau local il y a quelques années, je me suis trouvé avec des élus locaux dont je travaillais dans la ville, sur les collèges, les transports, etc., et les retrouver en audition parlementaire, me tenir un discours illuminé. Ah non, illuminé, là. Bisounours, mais à la puissance 12, quoi. Mais à propos de bisounours... Le monde était formidable. Et donc, je veux dire, on a un sujet aussi, c'est sur pardonnez-moi, je termine juste, c'est sur la cohérence du discours politique entre l'élu local et l'élu national. C'est pour ça que j'étais assez favorable au cumul des mandats, vous voyez, local et national. Mais en fait, ça n'a pas autant servi que ce que je l'espérais. Dernière question. Oui, alors, avant la dernière question, pour terminer, pour rebondir. Vite. Vous m'avez parlé d'il y a un siècle. Mais est-ce qu'un siècle, les Polonais dont vous parlez faisaient les 1000 viols de Cologne ? Est-ce qu'il y a un siècle... C'est ce qu'on disait. Oui, mais non, vous m'avez parlé de vols. Et moi, j'ai vu aussi... Les Polonais, dans le journal, ils violaient les femmes. Y avait-il ces viols de masse il y a un siècle ? Et c'était le journal. Le journal le disait. Pour terminer ma sous-question, finalement, il y a un siècle, lorsque des Européens arrivaient en France... Il y avait certes des problèmes d'intégration qui étaient tout à fait normaux, mais il y avait aussi des liens entre les peuples qui étaient bien plus forts que lorsqu'un Syrien qui a d'autres origines, d'autres codes culturels, d'autres habitudes, et je ne fais pas de relativisme, chacun a sa culture et les cultures sont irréductibles. En revanche, lorsqu'on vient à les mélanger, il peut être normal d'avoir ce genre de conséquences où on a la femme qui n'est pas dans le même rôle qu'en Syrie, ou par exemple, je ne sais pas, qu'au Mali ou qu'au Sud-Mali, eh bien, on peut avoir aussi des problèmes non seulement de sexisme, mais de viol, et qu'on n'avait pas nécessairement il y a un siècle avec des Polonais ou des Italiens qui, ma foi, avaient un rapport aux femmes, aux hommes, à la famille qui était
à peu près analogue. Ou la au nôtre, polygamie, mais qui enfin, ça était- reste quand même La polygamie et minoritaire. l'excision, cher monsieur, la polygamie et l'excision n'étaient pas Vous le fait seriez- d'Européens il y a un siècle. Je vous recommande la lecture aux archives Oui. de La Voix du Nord de l'époque, du Journal du Sud-Ouest de l'époque, etc. Vous seriez On nous rapportait extraordinairement... des excisions carrément. Non, on vous Je crois rapportait pas. des viols, le fait qu'il violait les femmes. Non, mais vous verrez. Il Ça faut me les semble un relire. peu de ton- Ah ouais, Ouais. ouais, vous seriez surpris. Et donc, en fait, on dit la même chose. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous changez l'origine géographique et les journalistes n'ayant aucune créativité, malheureusement, sur cette question, en tout cas, ils racontaient la même chose et vous pouvez mettre polonais, malien, vietnamien, ce que vous C'est voulez peut-être parce d'ailleurs. que les journalistes sont aveugles et qu'ils ne savent pas faire la me différence permettrai- entre un malien et un question, Je ne polonais. me Vas-y. permettrai pas de faire cette conclusion aussi définitive. Dernière En tout cas, elle question était et on finit. sous-entendue dans votre assertion. Ma dernière question vous rapproche à la fois du aujourd'hui député M. Valls, ancien Premier ministre, et de M. Macron. Vous trois avez dit, sous des formes différentes, mais c'était la ensemble, même pas phrase. ensemble, Non, en pas tout cas. ensemble et pas de concert. Mais vous avez dit, il va falloir s'habituer au terrorisme. Ouais. Et j'ai envie de vous poser une question sur cette phrase. Est-ce qu'elle n'est pas contradictoire? Moi, je vous ai beaucoup écouté, pas seulement aujourd'hui, mais au fur et à mesure du temps. Et vous venez très souvent, à coup de livres ou à coup d'interventions médiatiques, nous expliquer que cette menace change. Qu'elle change de nature, qu'elle change de forme, et que ces acteurs sont changeants et bougeants et mouvants au fur et à mesure du temps. Donc, d'abord, comment peut-on s'habituer à quelque chose qui change? Comment peut-on s'habituer à quelque chose qui, par nature, et le terrorisme Évolutif. est là, était à la fois évolutif, et à la fois le terrorisme, on le voit, Boris, c'est quelque chose qui nous surprend, qui vient bouleverser nos habitudes et qui vient nous surprendre à l'intérieur même de nos habitudes. Donc, finalement, est-ce que ce terrorisme, si on s'y habituait, est-ce que ce serait encore du terrorisme? Puisqu'il ne nous bouleverserait pas, il ne nous surprendrait pas, Ok. et sa nature même, dont vous la jugez mouvante, se figerait finalement. Donc, est-ce que finalement cette phrase n'est pas un peu contradictoire? Ah non, pas du tout. Le terrorisme, ça n'a qu'un seul objectif. L'objectif, il change jamais. Les explications changent, les modes opératoires peuvent changer. L'État islamique est la seule organisation qui fait tout avec n'importe quel profil et n'importe quel opérateur, mais elle ne vise toujours que le citoyen. Le reste n'a aucune importance. Or, ce qui importe dans un citoyen, c'est quoi? Sa vigilance, sa capacité à être en situation d'éveil, parce que ça sert à peu près tout. Sa résilience, le fait que le pays ne s'arrête pas le lendemain matin d'un attentat, traumatisé par l'existence de l'attentat et s'apitoyant sur son sort. Et parfois, ce que je reproche à l'État d'ailleurs, la résistance. Parce que l'État vous dit, en cas d'attentat, cachez-vous, informez-nous, sauvez-vous. Mais il ne dit pas résister. Ça m'a toujours fasciné, cette affaire. Parce que de qui on se rappelle, en fait? Du Français et des deux Américains du Thalys, du Français au scooter à Nice, de la femme avec son poteau essayant de taper sur le tueur de la gare Saint-Charles, du colonel Beltrame. C'est les résistants dont on se souvient. Les résistants, quelle que soit la résistance. Les gens qui se lèvent et qui se disent mon message n'est pas seulement intellectuel ou philosophique. Non, les héros, c'est un autre sujet. Parce que le héros mort est un problème beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Mais la résistance, c'est autant sauver des gens. On n'est pas obligé d'aller prendre la Kalachnikov à main nue. Mais si on a envie, pourquoi pas? Le vrai sujet, il est celui-là. Et moi, ce que je dis dans le terrorisme, c'est que ce que l'État islamique a voulu faire en 2015, c'est casser la France. Il a voulu casser la société française parce qu'il la pensait fragile, il la pensait divisée, il pensait que ce qu'il en disait était la vérité. Et il s'est trompé parce qu'il a provoqué l'effet exactement inverse. Il a fait l'effet inverse par justement les signalements, il a fait l'effet inverse par une sorte de mobilisation. Moi, j'ai jamais eu autant de jeunes hommes et de jeunes femmes, quelles que soient leurs origines, qui sont venus devenir analystes du renseignement, agents du renseignement, agents de... Donc on ne s'est pas habitué, donc on a résisté. Ah si. Et oui, justement. Parce que l'habitude, c'est la banalisation. Parce qu'on s'est churchillisé. L'habitude, c'est la banalisation. Churchill, qu'est-ce qu'il dit? Du sang et des larmes. Vous allez avoir le blitz tous les jours, des attentats tous les jours, des explosions tous les jours, mais à la fin, on va gagner. Qu'est-ce qu'il dit Clémenceau? Je fais la guerre. Je fais la guerre à l'intérieur, je fais la guerre à l'extérieur, je fais la guerre en économie, hein, mais à la fin, on va gagner. Donc, il s'habitue à la durée du problème et il vous propose de gagner la guerre à la fin. Convenez, Donc, monsieur vigilant, Bauer, que ce terme peut avoir l'air... résistant. J'entends très bien, en fait, votre argumentation, mais elle me semble un peu contraire avec ce propos de s'habituer. J'ai très bien compris que votre propos était plutôt de résister, mais il me semble
venir plutôt en opposition avec une habitude. Et une habitude, c'est justement le fait de ne plus voir ce qui est différent. C'est le fait d'être dans quelque chose qui est de l'ordinaire. Mais on peut avoir de bonnes valeurs et de mauvaises habitudes. Et on peut avoir de bonnes valeurs et de J'entends bonnes très bien, habitudes. mais quand vous dites que des gens vont dans le milieu du renseignement, quand je vois des jeunes qui vont à l'armée, eh ben c'est pas de l'habitude. C'est pour ne plus s'habituer que les gens vont résister. Vous comprenez mon argumentation. L'habitude, c'est se dire je vais faire la guerre. Quand je vais faire la guerre, elle va durer. Si elle va durer, il faut que je m'habitue parce que je dois m'adapter à la situation. L'habitude, c'est l'adaptation. C'est pas la soumission. J'aurais dû dire adaptez-vous au terrorisme. Ah, si vous voulez, mais le français est comme vous le savez, le français est une langue riche. C'est une langue riche avec beaucoup d'analogies, mais qui peuvent nous perdre aussi. La résistance, au moins, c'est un terme qui n'a ni analogie, ni synonyme, et qui veut dire quelque chose de très précis. Il me plaît beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. On termine sur le mot de résistance, le beau mot de résistance. Si vous voulez prolonger la réflexion sur toute la thématique de la sécurité et aussi des renseignements, je vous invite à lire Les Guetteurs, un entretien avec les patrons, tous les plus grands patrons du renseignement français qui, par nature, se font très rares dans les médias. Donc Alain Bauer a recueilli leurs confidences avec Marie-Christine Dupuy-Danon aux éditions Odile Jacob. Et puis si la thématique du renseignement vous intéresse, procurez-vous de toute urgence cette très épais dictionnaire du renseignement par Hugues Moutou et Jérôme Poirot aux éditions Perrin. Il y a à peu près tout dedans. Et puis sinon aussi, il y a aussi la biographie d'Alexandre de Maranche. Je ne sais pas si vous l'avez lu, de Jean-Christophe Notin. Oui. Malheureusement, c'est casser une légende. Ouais, c'est ça. Qui était aussi un homme du secret et qui aussi construisait son propre mythe. Hein. Voilà, tout seul. Voilà, tout seul, c'est ça. Vous pouvez évidemment revoir cette émission en partie ou dans son intégralité sur Mister G TV. C'est une chaîne YouTube que je vous invite très vivement à laquelle je vous invite à adhérer. Je remercie Zach Gauthier pour la réalisation et Louis Lavie pour la préparation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Alain Bauer.